Que peut-on dire maintenant des maltraitances spécifiques à l'autisme, des vraies et des fausses? La vulnérabilité des personnes autistes génère des formes particulières de maltraitance, distinctes des maltraitances communes. Il y a un fond ancien d'accusations mutuelles par les protagonistes qui sont impliqués conjointement dans l'accompagnement. Les familles, les services de soins et d'éducation et l'État. On ne retrouve pas ces polémiques violentes et parfois outrancières quand les mêmes partenaires sont associés pour d'autres atteintes, par exemple la trisomie 21, par exemple le polyhandicap, par exemple la schizophrénie et son handicap psychique. Y a-t-il alors une réalité à la supposée maltraitance des uns et des autres? S'agit-il d'arguments politiques pour faire pression sur l'État, pour exercer sur lui un lobbying, ou de controverses idéologiques et de débats irrationnels? Il existe pourtant un risque d'euthanasie active et de suicide altruiste dans des familles et celui d'une euthanasie passive par l'État et les services. Bien avant le meurtre de Méline, jugé en septembre 2015 à Rennes, il y eut en 1994 le meurtre de Sophie par sa mère Jeanne-Marie Préfaux, qui était membre de Sésame Autisme Languedoc-Roussillon. Il donna lieu en 1996 à un procès à Montpellier qui fut aussi très médiatisé. Il faut dire que les rares autres cas connus ont été traités plutôt discrètement. Sans doute, celui-ci a été médiatisé parce que la mère avait, comme pour Méline, revendiqué haut et fort la justesse de son acte. Il s'agissait d'une jeune adulte de 23 ans avec un autisme de haut niveau en grande souffrance psychologique et physique, dont les insertions au collège et dans le médico-social avaient échoué, que les multiples hospitalisations de sauvegarde en psychiatrie n'aidaient pas ou aggravaient, et dont le retour itératif au domicile était destructeur, car elle était sujette à des automutilations et des accès de violence envers son entourage. Après des années de calvaire pour l'enfant et sa famille, sa mère se présenta devant la justice en déclarant avoir mis fin aux souffrances de Sophie par amour. Elle fut condamnée à une peine de principe, 5 ans de prison avec sursis, afin que le permis de tuer ne soit pas donné par un acquittement au tribunal. Ce meurtre d'un enfant pour son bien est à rapprocher dans l'ordre du désespoir de menaces plus fréquentes, de suicides altruistes. Nous en rencontrons plusieurs cas par an dans le dispositif d'aide aux situations complexes en autisme, qui existe en Île-de-France donc depuis 2010. On observe que les impasses de l'accompagnement et les échecs ont été multiples et sont devenus chroniques, et que le sentiment d'être acculé est si fort que les parents envisagent un suicide collectif. Nos équipes prennent toujours la chose très au sérieux, car il s'agit rarement d'une forme de chantage pour obtenir une place ou des moyens, ce qui peut arriver aussi. C'est le plus souvent, au contraire, le signe d'un épuisement moral et physique extrême. Ainsi, à la constellation des maltraitances communes s'ajoute un risque spécifique dans l'autisme pour lequel il faut souligner que les 3 instances référentes de protection, de la protection et de la bientraitance sont impliquées: la famille, les services de soins et d'accompagnement, l'État. L'intrication des erreurs de diagnostic, lequel doit dessiner une arborescence de pathologie et de handicap et ne se résume pas à la notion générale d'autisme. De traitement. Les médicaments ne sont jamais une panacée. Des désistements dans l'accompagnement, du manque de place dans les services, du rejet, de l'indifférence, de tout ce qui est généralement mis en cause dans les ruptures de parcours, trouvent ici leur point d'ordre. Certes, toute situation de maltraitance, autisme ou pas, résulte d'une histoire et de causes singulières. Devrait-on pour cela atténuer la responsabilité des auteurs?
rendre compte et expliquer n'est pas absurde. Peut-être pas pour Manuel Valls. Et la justice doit avoir le dernier mot au cas par cas. Mais soulignons qu'ici, le geste maltraitant ou la menace de ce geste sont le résultat d'une souffrance partagée en famille et vécue comme sans issue. Le risque sur le fil d'une forme d'euthanasie active par les proches de personnes autistes, un raptus aigu, ne peut être compris sans critiquer la dimension de chronicité qui peut favoriser ces passages à l'acte, celle d'une forme d'euthanasie passive par l'État et par un dispositif d'accueil carentiel. J'ai utilisé ce terme d'euthanasie passive pour la première fois en 1995 dans un article, alors avec beaucoup d'hésitation, mais depuis, la récurrence interminable de ces situations tragiques tend à le justifier. Certes, on ne doit pas considérer a priori, avec la partialité que nous confère notre place de soignant, d'administratif ou de parent, que le danger relève toujours d'une défaillance de l'État, manque de place, ou d'une erreur des services, ou d'un aléa thérapeutique qui échappe à la responsabilité médicale ou institutionnelle, ou d'un positionnement de la famille, déni des troubles, exigences abusives dans l'accompagnement, refus de soins. Mais la prévention de ces risques nous impose de démêler les facteurs de crise aiguë et les facteurs de chronicité de ces souffrances et d'accompagner celles-ci une par une. Le statut de situation complexe en autisme établi en 2005 en Île-de-France le rend possible et même obligatoire. En effet, les dispositifs d'exception créés en 2010, les unités mobiles, et en 2012, l'unité hospitalière d'accueil temporaire, ont pour mission la réhabilitation de ces cas exclus du dispositif d'accueil médico-social, sanitaire et social. Ajoutons que le principe éthique qui doit guider nos évaluations est de passer au crible d'abord le rôle et la responsabilité de l'État et des collectivités locales, d'eux dépendent les capacités d'accueil, ensuite ceux des services soignants et médico-sociaux, d'eux dépend la qualité des prestations, et en troisième lieu seulement ceux des familles, dont dépend aussi la possibilité de coordonner un partenariat multiple. Car sans cette gradation dans l'évaluation pour chacun des parcours, il est facile et trompeur d'enfermer les causes dans la seule action familiale, une vision qui perdure, qui était fréquente dans les années 70, même peut-être majoritaire, et qui perdure dans certains services arriérés. Observons alors l'évolution des critiques des parents envers l'État, qui va de la revendication d'équité à l'accusation de maltraitance devant les tribunaux. Les accusations contre l'État ont une valeur politique et morale relative. Les citoyens varient devant l'État-providence français sa protection sociale, son assurance maladie, sa solidarité avec les personnes vulnérables, chômeurs, malades, handicapés. Certains lui vouent un attachement indéfectible, d'autres le dénigrent au profit de la libéralisation qui oscille entre le refus de l'assistance aux faibles et la réorganisation des flux de l'aide sociale vers le secteur privé lucratif. Dans les années 60, des protestations s'élevèrent pour élargir la solidarité nationale et elles mobilisaient, ces protestations, les associations familiales représentées alors par ces allotistes. En se séparant de leurs aînés de l'UNAPI, elles ne voulaient plus que les revendications pour les handicapés soient lissées pour tout l'ensemble au détriment des spécificités dues aux autistes. Elles demandaient alors à l'État de l'équité pour leurs enfants. Peu à peu, la critique du manque de place et de projets éducatifs a inclus des accusations d'abandon et de maltraitance par défaut. À partir des années 80,
Sésame Autisme et ses dissidents de Autisme France, convergents sur ce point, finissent par être entendus par les affaires sociales, la DGS, et par la ministre de la Santé, Simone Veil. En 1994, l'État diligente des enquêtes, IGAS, Direction d'action sociale, ANDEM, et en 1995, l'autisme devient une priorité de santé publique. C'est la fameuse circulaire Veil de 27 avril 1995. Après cela, la réponse constante de l'État sera la succession, bon an mal an, des plans autisme nationaux, le 3e plan en cours est en fait le 5e, et ces plans, c'est la réponse de l'État en tant qu'ils sont créateurs de places, de nouveaux services et de passerelles avec le monde ordinaire. Mais les protestations se renforcent. Malgré cela, elles sont complétées par exemple par la notion de non-assistance à personne en danger, qui est utilisée en 1997 par Marcel Hérault dans un éditorial de la revue Sésame, ou par des accusations de maltraitance délibérée utilisées dans les années 2000 et 2010 par de nouvelles associations de parents comme Vaincre l'autisme ou SOS Autisme. Et en 2013, la situation change brusquement avec l'affaire Amélie Loquet. C'est une jeune femme souffrant d'un syndrome génétique avec des traits autistiques. Ses parents ont saisi en référé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise car elle n'avait pas de place en institution. Avec la condamnation de l'État en octobre 2013, un précédent juridique est établi sur l'illégalité du manque de place. Le gouvernement l'admet car il ne fait pas appel et il publie un décret dès le 22 novembre qui officialise un nouveau statut administratif national, celui de situation complexe de handicap, pour lequel il recommande une recherche privilégiée d'insertion relais. Cette rapidité, un mois et demi après sa condamnation, est stupéfiante si on considère la lenteur des réformes depuis 1995. De plus, l'État avait refusé au début de la même année 2013, pour des raisons de coût, ce que nous lui demandions au Comité national autisme, de nationaliser le statut de situation complexe en autisme. C'est un autre statut, celui-ci, qui a été créé donc en 2005 en Île-de-France et qui est resté régional. Ce revirement de l'État et cette diligence témoignent d'une position devenue, après ce jugement, défensive, voire craintive. Dès lors, les plaintes contre l'État se multiplient et en juillet 2015, 7 familles obtiennent des dédommagements financiers pour l'éloignement de leur enfant en Belgique, tandis que de nouvelles demandes sont en cours d'instruction. Un deuxième précédent juridique est donc établi. Il concerne cette fois l'éloignement. C'est l'atteinte de la relation parent-enfant qui est visée, une forme de maltraitance psychologique exercée par l'État, comme conséquence du manque de place en France, a trouvé aussi une assise juridique. Voyons maintenant ce qu'il en est de la maltraitance quand les autistes ont des places d'accueil dans le domaine donc des accompagnements. En effet, la question des maltraitances spécifiques ne peut éviter les controverses sur les approches. Là encore, on constate une évolution des critiques réciproques entre les méthodes, de l'implicite à l'explicite, puis à la judiciarisation. Les accusations réciproques de maltraitance liées à des approches théoriques ou à des méthodes d'éducation et de soins sont restées longtemps d'ordre général. La première s'est longtemps avancée masquée et elle fut inspirée par le psychiatre américain découvreur de l'autisme, Léo Kanner, en 1943, qui décrivait des parents d'autistes réfrigérateurs. Il retira cette notion seulement en 1973. Il admit alors que pour son étude Princeps, il avait sélectionné des parents capables de répondre quand il lui décrivait leur enfant, capables de répondre quand il décrivait leur enfant, à son exigence de rigueur scientifique, froide et méticuleuse.
Cette stigmatisation initiale des parents est renforcée dans les années 50 par le psychanalyste Bruno Bettelheim qui cherchait un scénario explicatif à l'énigme de l'autisme. Elle fut vulgarisée en France pendant les décennies suivantes, devinrent à la mode un lien entre l'apparition de l'autisme et une relation avec une mère de psychotique, entre guillemets, dont on traquait les symptômes, comme une certaine psychiatrie populaire en vogue le faisait déjà pour, entre guillemets, les mères de schizophrènes. Certes, ce n'était pas une accusation nette de maltraitance, car on donnait un caractère inconscient à cette soi-disant froideur émotionnelle. Mais le discrédit constant, historique des mères, était bien pire qu'une véritable accusation de mauvais traitement. Une fausse allégation brutale, on peut la contester. Avec le scénario pseudo-scientifique d'une maltraitance inconsciente par les mères, celle-ci ne pouvait se défendre. Aucun tiers pourrait exercer un arbitrage entre elles et leurs accusateurs implicites, d'autant qu'ils avaient le pouvoir de soigner leur enfant. Leur prétendue dépression cachée, cause du dérèglement de la position maternelle ordinaire, en faisait même des sortes de patientes malgré elles. Peut-être a-t-on ici la raison du ressentiment qui persiste dans des familles pendant des années, voire des décennies, après l'abandon de ces scénarios dans la majorité des services. On mesure mal la violence et la profondeur des blessures produites, parfois irréparables. Leur écho a encore un impact chez les jeunes mères d'aujourd'hui. Bien qu'elles n'affrontent plus guère ce regard outrageant, elles sont sur le qui-vive.